Eh bien, bonjour à tous. Bienvenue pour le webinaire sur la qualité de l'air intérieur dans les écoles, qui est organisé par EduRénov et Atmo France. Donc, on va avoir une heure de présentation et d'échange sur cette thématique de la qualité de l'air. Et on aura du coup différentes interventions. Aline Langelfeld, experte QI chez Atmo France, et ensuite deux retours d'expérience de la commune de Rosny-sous-Bois avec Vincent Raepel, qui est architecte, et Giampiero Ripanti, ingénieur à la direction recherche de la ville, et ensuite Régis Fleurette, du département de Meurthe-et-Moselle, qui est ingénieur territorial et responsable du service données et thématiques transversales à la direction de l'immobilier. Donc on aura voilà, à peu près une heure d'échange, 50 minutes de présentation, et on gardera 10 à 15 minutes à la fin pour des questions-réponses. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser soit dans le chat, soit de les garder pour la fin, mais si vous les posez dans le chat, on essaiera d'y répondre déjà un peu en cours de route en y répondant. Alors, je commence. Donc, je me présente, Maxime Lox. Moi, je travaille sur le programme EduRénov et je suis chargé de projets communauté EduRénov et je m'occupe notamment de l'organisation d'un cycle de webinaires dont aujourd'hui on en a un exemplaire sur la qualité de l'air. Alors, pourquoi on parle de la rénovation des bâtiments scolaires? Parce que c'est le sujet là de la rénovation des bâtiments scolaires et de la qualité de l'air. Le bâtiment scolaire en France, c'est environ 50 000 bâtiments. Donc, c'est énormément de mètres carrés. C'est un sujet très important. L'Éducation nationale estime que 8 écoles sur 10 ont besoin d'une rénovation. Donc, il y a un gros enjeu à investir pour rénover ces bâtiments. Ça représente également un coût important. Donc 75% du coût d'un bâtiment a lieu lors de l'exploitation, notamment les factures d'énergie. Donc il y a un gros enjeu aussi à investir pour pouvoir réduire ce coût d'exploitation. Et dans les bâtiments avec des publics sensibles, notamment les maternelles, on sait que dans les années à venir et déjà actuellement, on a de plus en plus d'inconfort, pas seulement lié au froid, mais aussi à la chaleur. Donc il y a aussi un enjeu à adapter les bâtiments au changement climatique et aux canicules qui sont de plus en plus précoces. C'est pour ça que la Banque des Territoires, il y a environ 2 ans et demi, a créé un programme d'accompagnement spécifique pour les collectivités qui a un seul objectif, qui est de faciliter la rénovation énergétique des bâtiments éducatifs et scolaires. C'est le programme EduRénov, qui a deux objectifs. Donc, c'est d'accompagner 10 000 projets de rénovation. Donc, il y a 50 000 bâtiments en France. Notre objectif à terme, ce serait d'en accompagner un sur cinq, donc 10 000 projets. Actuellement, on a identifié déjà 5 000 projets, porteurs de projets, donc on est en train d'accompagner de nombreux projets. Voilà, il y en a encore d'autres, avec un critère qui est de viser au minimum 40% d'économie d'énergie, aligné avec les objectifs du décret tertiaire. Et puis pour pouvoir accompagner ces projets, on a des moyens à disposition, donc des moyens financiers. Donc la Banque des Territoires, qui fait partie du groupe Caisse des dépôts, a un mandat enfin, gère l'épargne pilotée, donc les livrets A, donc utilise l'argent qui est sur les livrets A pour pouvoir prêter aux collectivités. Donc on ne peut pas faire de subventions, on peut faire des prêts à des taux qui sont assez intéressants. Donc il y a 2 milliards d'euros qui sont prévus en financement pour prêter aux collectivités, donc sous forme de prêt, et également 50 millions qui sont prévus pour financer de l'ingénierie. Donc on peut financer des études d'ingénierie, du financement d'un audit énergétique, d'un audit, enfin, différentes études pour pouvoir vous aider à structurer, avancer dans vos projets. Je ne rentre pas trop dans le détail. Donc EduRénov, c'est un programme partenarial. Donc on a plus de 40 partenaires, dont des agences d'ingénierie locale, Acté, les ALEC, les SAUE, etc., que vous connaissez certainement déjà. Euh, EduRénov a réalisé une charte de la rénovation scolaire qui est en fait un mini référentiel qui présente en fait les différents sujets d'une rénovation complète, qui propose d'avoir un scope assez large sur qu'est-ce qu'il faut intégrer dans une rénovation de bâtiments scolaires pour qu'elle soit la plus globale possible, et dont le sujet de la qualité de l'air est un des aspects, et qu'on essaie de creuser un peu plus en ce moment, donc notamment avec Atmo France, qui est un des spécialistes, et c'est pour ça qu'on organise ce webinaire avec eux.
Juste pour vous montrer un peu les différents accompagnements que EduRénov propose, c'est trois gros morceaux. Donc il y a des ressources, donc on fait des guides, des ressources, des événements, des webinaires, des événements locaux également. Donc ça, c'est un des premiers aspects. Ensuite, on finance de l'ingénierie. Je rentre un peu plus dans le détail tout à l'heure. Et on propose du financement, donc voilà, des prêts qui sont sur des longues durées notamment, pour pouvoir investir dans la rénovation des bâtiments scolaires. Sur l'ingénierie, si vous êtes une collectivité et que vous avez un projet de rénovation de bâtiments scolaires, vous pouvez rejoindre le programme EduRénov, ce qui est gratuit et non engageant. Et ensuite, on peut vous financer une étude d'ingénierie prise en charge à 100% sur différents aspects. L'idée, c'est de faire une étude qui soit un peu un coup de pouce, qui puisse débloquer une situation. Et donc voilà, vous nous posez la question, vous venez nous voir, vous nous proposez, vous nous demandez une étude et ensuite on peut la financer directement via un marché qu'on a passé déjà avec des bureaux d'études. Donc on leur passe la commande pour qu'ils interviennent chez vous pour pouvoir vous aider à avancer. Et donc ça va d'un schéma directeur, d'un audit de faisabilité énergétique, un audit fonctionnel, une étude enfin, un accompagnement sur la maîtrise d'usage aussi, la rédaction d'un programme, l'assistance à la sélection d'une maîtrise d'œuvre. Et tout dernièrement, on a lancé aussi un appui plus sur des sujets financiers, donc notamment des scénarios de financement. On peut faire un audit financier de vos comptes et regarder si vous avez quelle capacité de financement vous avez, quelles sont les options de financement d'un projet, et aussi vous aider à faire des dossiers de demande de subvention. Voilà, donc si vous avez un besoin de ce type, n'hésitez pas à nous le demander, on pourra vous accompagner sur ce sujet. Voilà, donc c'était une petite introduction. Maintenant, on va vraiment rentrer dans le sujet de la qualité de l'air avec une petite question introductive. C'est selon vous, est-ce que vous savez quelle est la valeur maximale de qualité de l'air, enfin de concentration en CO2 qu'il ne faut surtout pas dépasser pour avoir une bonne qualité de l'air dans une école ou dans un logement? Donc, on a différentes propositions. Donc, c'est en partie par million, 600, 1200 ou 2000. Donc, voilà. Donc là, je pose la question un peu naïvement, mais ensuite, Atmo France rentrera plus dans le détail pour vous montrer ce qu'il en est. Donc, on a les questions qui commencent à arriver. Donc, on a une majorité de 1200 ppm. Et effectivement, c'est la bonne réponse, même si voilà, on peut discuter exactement du chiffre précis, mais en gros, pour avoir une qualité d'air satisfaisante, il ne faut pas dépasser 1000-1200 parties par million de CO2. Au-delà, on peut avoir voilà, des problèmes de concentration, de maux de tête, etc. L'idéal, c'est de rester plutôt en dessous de 800, il me semble. Mais voilà. Félicitations à ceux qui sont présents, ont une bonne connaissance du sujet. Super. Et pour vous montrer un peu pourquoi voilà, on regarde ce sujet bien en détail aujourd'hui, c'est qu'on sait que dans les écoles, souvent la qualité de l'air n'est pas optimale, loin de là, notamment dans les écoles où il y a une absence de ventilation. Donc pour vous montrer là, juste une mesure qui a été réalisée dans une école maternelle en Meurthe-et-Moselle, avec un capteur de CO2 qui est placé dans une salle de classe que vous voyez ici, sans ventilation. Donc c'est un capteur de CO2 comme j'en ai chez moi aussi, je ne sais pas si vous voyez. Donc actuellement, j'ai un taux de CO2 de 800 ppm, donc ça va, la qualité de l'air chez moi est assez satisfaisante. Mais quand on place un capteur de ce type dans une école avec une vingtaine ou une trentaine d'élèves, très rapidement, le taux de CO2 explose. On peut ouais, réellement, on peut parler d'explosion. Donc là, on a euh, la mesure sur toute une semaine de concentration en CO2. On voit que quand il n'y a pas de fréquentation, on est sur une concentration d'environ 400 ppm. Donc c'est la concentration extérieure en fait de CO2. Mais dès qu'on a beaucoup de personnes qui sont présentes, la concentration devient vraiment plus importante et qui va dans ce cas de figure jusqu'à 3000 ppm. Donc voilà. Absence de ventilation et une qualité de l'air qui n'est pas optimale. Voilà. Donc c'était juste pour introduire un peu le sujet, mais je passe tout de suite la parole à notre partenaire pour cet événement, donc Atmo France, Aline Langenfeld. Merci beaucoup.
Merci Maxime. Bonjour à tous. Donc, moi, je m'appelle Aline Langenfeld. Je travaille chez Atmo Grand Est en, en qualité d'ingénieur d'études, mais je suis l'experte qualité de l'air intérieur aussi chez Atmo Grand Est et aujourd'hui, je vous parle au nom d'Atmo France. Je vais vous parler de la qualité de l'air intérieur. On va faire un petit point sur ce qu'est la qualité de l'air intérieur, quels sont les polluants de l'air intérieur, leurs sources, et puis faire un petit point sur le renouvellement d'air euh, en intérieur. Pourquoi on s'intéresse actuellement à la qualité de l'air intérieur? C'est parce qu'on y passe plus de 85% de notre temps dans un espace clos. Donc, entre le travail, la maison, les transports, c'est plus de 85% de notre temps et ça augmente jusqu'à plus de 90% pour les enfants. Et pourquoi on s'y intéresse? C'est parce que cette air en intérieur, elle est des fois 5 à 10 fois plus polluée à l'intérieur qu'à l'extérieur. Vous pouvez imaginer qu'à l'intérieur, en fait, il y a beaucoup plus de polluants et beaucoup plus de sources en fait de polluants. C'est pour ça qu'il faut qu'on s'y intéresse et que c'est intéressant de voir quels sont les polluants et comment diminuer ça. De plus, la pollution, elle serait responsable en France de plus de 28 000 nouveaux cas de pathologie de chaque année et environ 20 000 décès prématurés par an. Donc c'est quand même à ne pas négliger en termes de santé. Et pour finir, ça a aussi un coût socio-économique. Entre la prise en charge des soins et la prise en charge des pertes de production, c'est à peu près estimé à 19 milliards d'euros par an. Et ça, pour ces 6 polluants, les 6 polluants qui sont dans l'encadré que vous voyez à droite, donc, qui est le benzène, le trichloroéthylène, le radon, le monoxyde de carbone, les particules et la fumée de tabac environnemental. Donc, pour ces 6 polluants, 6 polluants-là considérés, on estime qu'on est environ à 19 milliards d'euros par an au niveau du coût socio-économique. Donc, si on imagine tous les polluants qu'il y a réellement en air intérieur, eh ben, on peut se dire que c'est largement sous-estimé. Donc voilà pour l'enjeu de la qualité de l'air intérieur. Après, chaque personne ne réagit pas pareil à une mauvaise qualité de l'air intérieur, en tout cas à l'exposition de certains polluants de l'air intérieur. Il y a des personnes qui sont plus à risque que d'autres. Dans ces personnes à risque, on note les enfants, puisque les enfants ont un système en pleine maturation, et donc forcément, ils sont plus sujets à avoir des effets sur la santé par rapport aux adultes. Il y a notamment également les femmes enceintes par rapport au transfert qu'il peut y avoir entre la femme enceinte et le fœtus, les personnes âgées et enfin toutes les personnes qui souffrent de problèmes cardiovasculaires et d'hypersensibilité aux polluants de l'environnement. Donc ces 4 catégories-là sont les 4 catégories des personnes à risque. Ensuite, un petit état des lieux de la QAI, donc la qualité de l'air intérieur, qu'on peut appeler aussi QAI, dans les écoles. Au niveau des écoles, elles concentrent pas mal de facteurs de risque, notamment des salles de classe qui sont souvent suroccupées. Donc beaucoup d'élèves dans une même classe avec un volume qui est restreint et donc une qualité de l'air intérieur qui peut se dégrader très rapidement, comme a pu le montrer Maxime tout à l'heure sur le graphique avec la concentration de CO2. Il y a la ventilation qui peut être insuffisante souvent lié à de l'aération, donc l'ouverture des fenêtres, et peu d'existence de ventilation mécanique. Il peut y avoir aussi du mobilier et des matériaux qui sont émissifs, puisque quand on fait des travaux dans les écoles, ben, le coût est quand même un aspect qui est très important, et donc on va plus privilégier l'aspect économique que potentiellement l'aspect écologique avec la qualité de l'air intérieur. Et ensuite, le manque d'entretien des systèmes, quand il y a des systèmes de ventilation notamment, voilà, le manque d'entretien des gaines, des filtres, etc. La mauvaise qualité de l'air intérieur, ça a des effets sur la santé. Euh, D'abord, souvent, ce qu'on retient, c'est une gêne au niveau d'une odeur. Donc, on entre dans une pièce et on trouve que ça sent mauvais. Donc là, c'est juste une gêne et on n'a pas de plus d'effets sur la santé que ça. Ensuite, on peut avoir des apparitions de troubles respiratoires. Des impacts sur l'apprentissage, ça c'est notamment quand on est confiné dans une pièce et qu'on n'a pas de renouvellement d'air, le CO2 augmente dans cette pièce-là. Qui dit augmentation de CO2 dit diminution d'oxygène et en fait les personnes sont moins bien oxygénées par manque d'oxygène dans la pièce et donc c'est là où on voit l'impact sur l'apprentissage.
et aussi notamment les apparitions de maux de tête. À droite, je vous ai mis un graphique où on voit que quand la température augmente, on diminue les performances au niveau de l'apprentissage. Donc c'est la température, mais c'est également le cas avec l'augmentation du CO2 présent dans la pièce où les performances sont diminuées. Donc on voit bien que quand on a une bonne qualité de l'air intérieur avec une température qui est correcte, on va dire entre 18 et 22 degrés, avec du concentrations de CO2 qui sont aussi correctes. Donc la réglementation de la surveillance de la qualité de l'air, elle a deux seuils au niveau du CO2, 800 ppm, donc parties par million, et 1500 ppm pour le deuxième seuil. À 800 ppm, il faut commencer à essayer de mettre une action en place pour faire un bon renouvellement d'air. Et à 1500 ppm, là, c'est vraiment le seuil limite maximum où il faut mettre en place quelque chose pour renouveler l'air. Donc voilà pour les effets sur la santé. Et de quoi on parle quand on parle de polluants de l'air intérieur? Nous, on les présente sous trois catégories. D'abord, les polluants issus des polluants chimiques avec des composés organiques volatiles, qu'on appelle aussi COV. C'est ceux qui sont les principaux présents en air intérieur. C'est tout ce qui est, donc, comme leur nom l'indique, ils sont volatiles, donc ils sont sous forme de gaz dans l'air, et donc c'est ceux qu'on va respirer en fait quand on va être dans une pièce. Dans ces composés organiques volatiles, il y en a deux notamment qui sont importants ici, c'est le benzène et le formaldéhyde, qui sont deux COV qui sont rentrés dans la réglementation de surveillance de la qualité de l'air dans les ERP, dont les écoles de la maternelle au lycée. Donc ces deux polluants-là sont à surveiller dans les écoles. Ensuite, il y a tout ce qui est gaz inorganique, le monoxyde de carbone dont on parle tous les hivers par rapport aux chaudières, hein, mal entretenues et qui après émettent du monoxyde de carbone. Et il y a aussi tout ce qui est oxyde d'azote qui sont plus issus de l'extérieur et donc plus issus d'un transfert de pollution de l'extérieur vers l'intérieur. Donc ça, c'est pour tout ce qui est polluant chimique. Ensuite, il y a les polluants particulaires avec les particules en suspension, notamment les PM10, les particules inférieures à 10 micromètres de diamètre. Ensuite, il y a les particules fines et ultra fines et tout ce qui est fibres. Et là, on note l'amiante, la laine de verre. Et pour finir, le radon. Donc le radon, qui est un gaz qui est radioactif, qu'on retrouve principalement dans les roches granitiques et qui donc est naturellement présent chez nous en fonction des régions, bah, il y en a plus, par exemple, il y en a beaucoup en Corse, il y en a beaucoup en Bretagne, mais il y en a beaucoup moins dans l'est de la France, dans le nord de la France. C'est un gaz qui est radioactif et donc qui va en fait s'infiltrer dans les établissements et il va y rester en fait le risque de ce radon, c'est qu'il va rentrer dans la sphère ORL parce que vous allez le respirer, qu'il va y rester et donc, c'est le deuxième, enfin, la deuxième cause de cancer du poumon en France. Donc, à ne pas négliger. Pour le radon, vous avez des réglementations spécifiques si vous êtes en zone radon à risque, qui est autre que la réglementation de surveillance de la qualité de l'air intérieur dans les ERP. Et puis, vous pouvez savoir très facilement sur Internet si vous êtes concerné par ce risque radon ou non. Et ensuite, pour la troisième catégorie, c'est les polluants biologiques. Et donc là, ça, on va parler plus de tout ce qui est micro-organismes avec les moisissures, les genêts, les bactéries, et tout ce qui est allergène avec notamment les animaux domestiques et les acariens. Donc voilà pour les trois catégories de polluants. Et ces polluants-là, eh ben, ils ont une multiplicité de sources en intérieur. Dans les écoles, ça va être principalement lié aux matériaux, notamment aux peintures, aux vernis au col, aux revêtements de murs, les plafonds, les sols. Ça peut être aussi les isolants. Donc ça, c'est une grande partie en fait des sources de polluants. Il va y avoir tout ce qui est fourniture scolaire, produits d'entretien et également les bouches d'aération, si elles sont mal entretenues,
On note aussi tout ce qui est mobilier, tapis, matelas pour plutôt la petite enfance. Et les appareils de chauffage, s'il y en a en plus d'appoint mobile. Et la dernière source, en fait, ça va être la pollution extérieure. Donc, en fonction de là où vous êtes situé, bah, vous pouvez avoir du transfert de l'extérieur vers l'intérieur. Au niveau de ces sources de pollution, vous voyez qu'il y en a quand même beaucoup en intérieur et que en fonction, on a quand même des choses à faire. Pour tout ce qui est matériaux, mais aussi produits d'entretien et fournitures scolaires, ça sera acheter des produits qui sont le moins émissifs avec des labels écologiques. Le mieux, bah, c'est des labels qui prennent en compte la qualité de l'air intérieur. Tous ne le font pas, mais certains prennent en compte ça. C'est pour tout ce qui est achat. Ensuite, pour tout ce qui est bouche d'aération, ventilation, ça va être de l'entretien. Bien entretenir toutes ces bouches-là, le nettoyage, le changement de filtre, le nettoyage des gaines, si c'est possible. Si au niveau des réglettes des fenêtres, bah, bien aspirer pour que l'air puisse passer. Et ensuite, au niveau des appareils de chauffage, c'est pareil, c'est de l'entretien de tous ces appareils-là pour être sûr qu'ils sont conformes et qu'ils ne vont pas pouvoir émettre des polluants. Et la dernière chose, donc les polluants de l'air extérieur qui vont être transférés vers l'air intérieur, c'est aérer intelligemment en dehors des périodes de forte activité. Donc si vous avez du trafic routier juste devant votre porte pendant 1 heure le matin, 1 heure le soir, on évite d'aérer pendant ces temps-là et on va plutôt décaler l'aération pour ne pas faire rentrer plus de polluants qu'on en fait sortir en air. Mais l'aération est le principal levier pour une bonne qualité de l'air intérieur. C'est quelque chose qui est gratuit et qui est euh, possible pour tout le monde, même si dans certains cas et dans certains établissements, l'aération en grand est peut-être difficile. En tout cas, c'est l'aération qui va vous permettre d'avoir une bonne qualité de l'air intérieur, l'aération ou la ventilation. Et donc, on arrive sur la slide suivante où vous avez votre principal levier qui est le renouvellement d'air. Donc, ce qui est intéressant dans la qualité de l'air intérieur, c'est bien sûr de ne pas avoir la source à la base d'émissions de polluants, donc ne pas introduire un matériel qui pourrait émettre énormément de polluants. Ça, c'est bien sûr la première chose, mais quand dans les faits, il y a quelque chose où voilà, on se rend compte qu'il y a quelque chose et que c'est pas possible de l'enlever, bah, la deuxième étape, c'est de pouvoir renouveler l'air efficacement pour pouvoir atteindre une bonne qualité de l'air intérieur. Pour ça, on a d'abord l'ouverture des fenêtres, donc l'aération, l'ouverture des fenêtres, enfin tout ouvrant qui mène à l'extérieur. Vous avez l'aération qui est transversale, qui est la plus efficace. Donc vous ouvrez un ouvrant côté extérieur et puis la porte de l'autre côté. Là, vous sentez ce fameux courant d'air qu'on sent souvent. Et là, entre 2 à 4 minutes, vous avez renouvelé entièrement l'air de votre pièce. Ensuite, vous avez l'aération en grand, donc juste la fenêtre ouverte en grand, c'est entre 4 à 10 minutes. Et après, il y a l'aération par entrebâillement. Cette aération-là, j'ai dit qu'elle était inefficace parce que vous n'allez jamais réussir à vraiment renouveler entièrement l'air de votre pièce. C'est toujours mieux que rien si on n'a pas d'autres possibilités en fait d'aération. Mais c'est quand même pas la plus efficace et elle a un risque quand même, c'est quand il y a une forte différence de température entre l'extérieur et l'intérieur, c'est au niveau de l'ouverture de votre fenêtre, avoir de la condensation due à la différence de température et qui dit condensation dit humidité et donc après formation de moisissures à long terme. L'aération transversale, 2 à 4 minutes, ça veut dire que les matériaux, le sol, les chaises, la table n'a pas le temps de se refroidir et reste dans l'inertie du chauffage. Donc même l'hiver, vous faites ça 2 minutes, vous refermez, tous vos matériaux en fait vont reprendre l'inertie et donc ça va chauffer très rapidement. Vous allez réussir à réatteindre la température d'avant très rapidement. Donc ça, c'est le principal levier, l'aération. Vous avez aussi la possibilité, souvent dans les bâtiments, c'est des infiltrations d'air par les défauts d'étanchéité de l'enveloppe du bâtiment. Et ensuite, ça va être tout ce qui touche à la ventilation et les systèmes de ventilation. Au niveau de la ventilation, vous avez différents systèmes. La première que je vais vous présenter, c'est la ventilation naturelle. Donc là, on a l'alimentation. Donc
l'apport d'air neuf et l'évacuation qui est naturelle. Donc, c'est le schéma que vous avez en bas à droite. Donc, grâce à des grilles, en fait, vous allez avoir l'apport d'air neuf. Donc, globalement, souvent, ce qu'on voit, en fait, c'est au niveau des fenêtres. Vous avez des petites grilles, en fait, d'aération qui permettent à l'air de rentrer. Et ensuite, vous avez une évacuation naturelle. Donc là, dans l'exemple, c'est dans les sanitaires. Mais vous pouvez avoir ça dans d'autres pièces. Et donc, vous avez des bouches d'aération naturelle ou des grilles qui permettent en fait d'avoir ce flux d'air. Donc ça, c'est pour le premier système de ventilation. Et le deuxième que je vous présente ici, ça va être la ventilation simple flux par extraction. Donc là, l'alimentation se fait toujours de manière naturelle et donc juste par des grilles. Et par contre, la ventilation, l'extraction se fait par mécanisme. Donc vous avez la fameuse VMC, hein, par extraction. Donc vous avez un mécanisme au niveau de l'évacuation de l'air vicié qui va extraire l'air, donc qui va tirer et donc ça va rentrer plus facilement par les bouches d'aération d'alimentation et pour être évacué au niveau de l'extraction. Donc ça, c'était pour les deux premières. Et les deux suivantes, c'est la simple flux par insufflation et la double flux. Donc la simple flux par insufflation, là on a l'inverse de la simple flux par extraction, donc c'est-à-dire que le mécanisme sera au niveau de l'alimentation, au niveau de l'entrée d'air neuf. On va avoir le mécanisme qui permet d'avoir de l'entrée d'air neuf, et au niveau de l'évacuation, de l'extraction, ce sera naturel. Et pour la fin, c'est la double flux où là, alimentation et évacuation sont faits grâce à des systèmes mécaniques. Donc, c'est forcément le système de ventilation le plus efficace, puisque en fait, l'entrée et l'extraction sont par voie mécanique. Et donc, c'est là où on a le meilleur renouvellement d'air au niveau des pièces. Donc voilà pour les systèmes de ventilation et la ventilation, enfin le renouvellement d'air plutôt. Il y a aussi des textes réglementaires qui sont liés à ce renouvellement d'air. Les deux premiers sont liés au logement, le Code de la construction et de l'habitation et l'arrêté de 1982. Donc ces deux-là sont liés au logement. Et ensuite, vous avez le Code du travail pour les salariés et vous avez le RSDT pour les non-salariés. Je vous ai mis des exemples de débit d'air pour le Code du travail. Si vous avez un local sans travail physique, on estime que par personne, il faut 25 mètres cubes par heure d'air neuf. Si c'est un local de restauration, ce sera à 30 mètres cubes par heure, et ainsi de suite. Ça, c'est pour le code du travail. Et au niveau du RSDT, donc pour les non-salariés, vous avez des débits qui sont différents. Si on peut voir la slide suivante, s'il te plaît, Maxime, parfait. Vous avez les locaux d'enseignement. Donc là, on est bien dans cet exemple-là avec des salles d'études ou des classes. On est à 15 mètres cubes par heure par personne de débit d'air neuf. Au niveau des locaux d'enseignement du secondaire du deuxième cycle universitaire, on est à 18 mètres cubes par heure par personne. Les locaux d'enseignement au niveau des ateliers, c'est aussi 18 et ça va jusqu'aux locaux de restauration à 22 mètres cubes par heure par personne. Donc ces débits-là, il faut les multiplier par le nombre de personnes qui sont présentes dans la pièce. Donc pour l'enseignant, ce sera le code du travail. Pour les étudiants, ce sera le RSDT. Et si vous multipliez tous vos débits, bah, vous avez le débit total qu'il vous faut d'arrivée d'air neuf dans la pièce par heure. Les locaux qui sont liés à pollution spécifique, eux, ils ont une obligation réglementaire qui sont vraiment spécifiques à eux. Donc voilà pour les débits de ventilation. Et pour finir sur ma partie, il y a la réglementation de surveillance dans les ERP. Donc vous avez une obligation en tant qu'ERP de surveiller votre qualité de l'air intérieur. C'est pas tous les ERP, c'est certains ERP. Après, je vous laisse aller sur le lien où je vous ai mis guide et FAQ pour en savoir plus. En tout cas, pour les écoles, c'est de la maternelle au lycée y compris.
Et donc, cette réglementation, elle vous oblige à faire plusieurs choses. Tout d'abord, une évaluation des moyens d'aération annuellement. Donc, on vérifie que les ouvrants marchent bien et que la ventilation marche bien si ventilation il y a. Et on mesure les CO2. Ça, c'est annuellement. Ensuite, il y a l'autodiagnostic pour identifier les sources de pollution en intérieur et diminuer l'exposition des personnes. Ça, c'est via une grille d'autodiagnostic et c'est à faire tous les 4 ans. Ensuite, vous avez les campagnes de mesure qui deviennent obligatoires aux étapes clés du bâtiment. Donc, les étapes clés du bâtiment, ça va être livraison de bâtiment neuf, rénovation complète, changement de sol qui touche plus de 75% de votre établissement, etc. Donc, tout est écrit dans les guides. Et donc, ça, c'est à faire à chaque étape clé du bâtiment. Et de ces 3 étapes, on en développe un plan d'action pour améliorer la qualité de l'air intérieur. Donc, si vous voulez en savoir plus, vous avez donc ce guide et avec la FAQ qui est liée. Et c'est bon pour ma partie. Merci beaucoup, Aline. C'était très clair, très complet sur les systèmes de ventilation, sur bah, du coup les débits réglementaires, et puis les risques qu'on a quand on a effectivement une qualité de l'air qui est pas satisfaisante. Et du coup, le guide qui est donné, c'est un guide qui a été fait aussi par le CEREMA. Je pense que c'est aussi Ouais, important de préciser que le CERA exactement. travaille là-dessus. Ouais. Alors, il y a différents guides. Le guide principal de la surveillance de la réglementation, c'est un guide qui a été effectué effectivement par le CEREMA. Et il y a, pour ce qui est la mesure du CO2, qui est dans l'étape 1 d'évaluation des moyens d'aération, ça a été fait par le CSTB. Super. Eh ben, il y a beaucoup d'acteurs du coup qui sont présents sur cette thématique, qui peuvent accompagner les collectivités. Donc merci beaucoup pour ça. Il y a eu pas mal de questions sur les différents types de ventilation, etc. Donc on prendra les questions à la fin, je pense, pour pouvoir y répondre. Mais si jamais Aline, tu vois les questions dans le chat, n'hésite pas Ouais, aussi à y répondre au fur et à ça mesure. marche. Mais je crois que dans la présentation, il y avait déjà des réponses aux questions qui étaient posées au fur et à mesure. Voilà. Il y a des questions notamment sur lien entre ventilation et performance énergétique. Forcément, il faut ventiler pour avoir une bonne qualité de l'air, mais quand on sort l'air, on sort aussi la chaleur. Donc il y a un compromis à avoir. Et la double flux permet de récupérer l'air, mais entraîne aussi une certaine technicité. Donc voilà, il y a des choix à faire, c'est pas forcément toujours simple, mais on a différentes solutions possibles. Ce qui fait une bonne transition avec la suite de la présentation, où voilà, on va axer sur des retours d'expérience très concrets de 2 collectivités qui ont eu un projet de rénovation de bâtiments scolaires et qui ont fait des choix, qui ont expérimenté pour savoir comment faire pour avoir une bonne qualité de l'air et choisir un système de ventilation qui soit adapté. Donc, on va avoir voilà, deux retours d'expérience et l'objectif de ces retours d'expérience, ce sera de répondre à ces questions. Donc, pourquoi vous avez décidé de mener des travaux? Quelles solutions vous avez mis en place pour améliorer la qualité de l'air? Donc, notamment, quel système de ventilation vous avez installé? Et globalement, comment s'est déroulé le projet? Voilà. Et du coup, on va tout de suite commencer par la présentation. On va juste nous faire une petite inversion dans les présentations qui étaient prévues. On commence par le conseil départemental de Meurthe-et-Moselle. Voilà, on passe la présentation. Donc, ce sera le conseil département de Meurthe-et-Moselle pour la rénovation du collège Jacques Gruber à Colombey-les-Belles. Et je passe tout de suite la parole donc à Régis Fleurette, qui est un ingénieur territorial, responsable du service données thématiques transversales à la direction de l'immobilier du département de Meurthe-et-Moselle. Merci. Bonjour à tous, vous m'entendez? Très bien. Ok. Donc moi je vais vous présenter quelque chose qui va tout à fait dans le cadre de ce qu'on vient d'évoquer, c'est comment on peut faire pour rénover sans forcément installer une double flux et pour répondre aux exigences réglementaires. Donc c'est un système qu'on estime un petit peu innovant, qu'on a essayé d'être un peu innovant, qui s'est déroulé dans le cadre de la restructuration lourde du collège de Colombey, donc c'est en Meurthe-et-Moselle, donc dans l'est de la France, pour ceux qui auraient du mal de le situer, donc où les hivers sont plutôt froids. Euh, la- pour resituer un petit peu le contexte, l'opération s'est déroulée il y a déjà, elle date déjà un petit peu, puisqu'elle date de 2011, c'est un chantier qui s'est déroulé en 2011.
et qui a été réalisé dans le cadre, on peut dire que c'est pratiquement le premier collège qu'on a restructuré au niveau du plan collège, c'est-à-dire un plan d'investissement lourd qui a été voté dans les années 2012 parce qu'on a pris conscience qu'il fallait remettre à niveau l'ensemble des collèges. Donc on a 60 collèges en Meurthe-et-Moselle. Donc, le plan collège consistait, lui, à prendre en compte, on va dire, les critères que j'ai cités ici, c'est-à-dire, en gros, l'état des bâtiments, mais pas que, bien entendu. Il y avait également une réflexion qui a été menée avec la direction de l'éducation, et puis avec les services de l'éducation nationale, bien entendu, sur les possibilités aussi de jouer sur la carte scolaire, les évolutions démographiques. Donc certains bâtiments, ici dans le département, on avait un déficit de surface dans le sud, alors qu'on avait des collèges à moitié vides, ou même plus dans le nord. Donc, c'est-à-dire, on voyait bien qu'il y avait un problème entre les années où ils ont été construits et aujourd'hui, une grosse différence. On a pris en compte aussi tout ce qui était évolution pédagogique et pratique. Donc, à cette occasion-là, on a construit aussi un référentiel pour qu'on sache exactement comment dire, pour tel effectif, quels étaient les besoins en surface, locaux, etc., pour avoir une homogénéité dans les établissements. Et on a pris en compte aussi tout, on est même allé, là, c'était une volonté politique, de prendre en compte les besoins des territoires, c'est-à-dire site par site. Il y avait comment dire, l'idée était un peu d'ouvrir les collèges sur l'extérieur et de faire bénéficier la salle d'informatique, par exemple, ou le CDI, ou la salle d'art plastique, comme c'était le cas à Colombey, l'ouvrir sur l'extérieur et en faire un espace où on allait au-delà du collège. Bon, voilà. Et puis, bien entendu, il y avait une forte volonté d'aller loin dans les exigences environnementales, dont faisait partie la qualité de l'air, voilà, et puis la mise aux normes et l'accessibilité des bâtiments. Voilà, le programme de l'opération, donc, c'était en gros ce qui est résumé ici, c'est-à-dire enfin, un bâtiment années 70, hein, donc métallique, vétuste, mais vécu comme quand même agréable à vivre. Notamment parce qu'il y avait eu des constructions récentes réalisées en périphérie, c'est-à-dire qu'on avait reconstruit dans les années 90 une salle de restauration plutôt cossue, et puis un CDI dans les années 2000. Donc c'était un peu difficile de dire on fait table rase de tout ça et on reconstruit un collège neuf. Donc, on a fait le choix enfin, dans les difficultés, enfin, les contraintes aussi, il y avait le confort d'été, bien entendu, avec des façades qui étaient très mal isolées donc, et exposées avec aucune protection solaire, donc un problème de surchauffe en été classique et puis de froid en hiver, d'acoustique aussi, etc. Il y avait une augmentation des effectifs. Donc là, puisque là, c'est un collège du sud du département, donc on voyait bien comment dire, ouais, l'idée de territoire plutôt dynamique, donc qui attirait des personnes. Et on avait un effectif confirmé, une augmentation confirmée des effectifs, donc à besoin de surface complémentaire et puis de remettre en ordre un peu toutes ces surfaces par rapport aux nouveaux besoins pédagogiques, c'est-à-dire essentiellement les salles d'art, donc art plastique et musique, et puis regrouper tout ce qui était salle de sciences, bon, c'est assez classique dans les collèges et lycées, hein, et les remettre au goût du jour. On a visé malgré tout, donc l'opération visait quand même un BBC rénovation, donc on voulait être performant malgré le fait de faire qu'une rénovation, on va dire. Et puis, on visait également tous les problématiques de désamiantage, mise aux normes, accessibilité, etc. Voilà, la photo qui est là illustre assez bien comment s'est déroulé le chantier. Donc, c'était un mode de rénovation assez particulier
On a choisi cette solution-là parce elle avait le gros avantage, l'enjeu, c'était qu'on refasse l'externat en un seul été. Donc, le plus gros du chantier se faisait en 3 mois de temps, quoi, enfin 2 mois et demi. C'était très ambitieux, mais c'était très intéressant. Ça s'est révélé très intéressant à terme. Donc, notamment, le gros intérêt, c'était d'éviter tous les bâtiments modulaires qui coûtaient à la fois très cher et puis qui amènent, on le sait, beaucoup d'inconfort sur la durée d'un chantier normal. Donc là, l'avantage, c'est que les élèves quittaient leur collège à la fin de l'année et ils retrouvaient un collège neuf à la rentrée, quoi, en fait. Alors, le pari de cette construction-là, c'est résumé sur la gauche, là, c'est-à-dire que vous avez alors ça s'est fait, voilà, quand on regarde le projet, on voit la partie neuve qui est devant. Donc on a construit une partie neuve qui nous a permis pendant ce temps-là de faire toutes les études nécessaires sur la partie à rénover. L'externat, on le voit ici, donc il est sur l'arrière du bâtiment. Là, ça permettait aussi de redonner une nouvelle image par rapport à la route alors là, on voit le projet depuis la route, en fait. Et donc, ce qui lui donnait l'impression d'avoir un collège neuf. Alors, il fallait bien entendu anticiper, il y avait une énorme partie d'anticipation des démarches, donc tout ce qui était administratif, tout ce qui était organisation, tout ce qui était diagnostic, on a fait des diagnostics les plus poussés possibles, etc. Y Je me compris permets de avec... faire le maître du temps. On est en train de prendre un tout petit peu de retard, Ok, Monsieur Ferret. ok, d'accord, donc j'accélère. Donc, bref, rénovation, on voit le principe ici, sur un planning assez ambitieux, puisqu'en gros, une opération comme ça, c'est une journée de chantier égale une semaine d'un planning normal, quoi. Voilà, donc on arrive sur le système de rénovation. Donc, si vous voulez, là j'ai un peu concrétisé les 3 facteurs qui ont fait qu'on pouvait mettre en place ce système-là. C'était à la fois des contraintes, parce que dans l'existant, on ne pouvait pas passer des gaines de ventilation double flux comme on fait dans un collège neuf et qui sont tout à fait satisfaisantes, mais ici on ne pouvait pas. Mais en même temps, on avait des façades neuves, c'est-à-dire qu'on a pu intégrer des grilles d'entrée d'air. Voilà. Et donc, le système, ben là, je vous ai mis un extrait du CCTP. Donc, c'est un extracteur accouplé à une pompe à chaleur. C'est une ventilation simple flux, donc qui respecte les débits que l'on vient de voir avec un récupérateur d'énergie. Donc, le principe, c'est qu'on a récupéré l'énergie qui sort, comme on le fait sur de la double flux, mais plutôt que de réinjecter idéalement sur un système d'air chaud, eh bien là, on l'a détourné, en fait, un principe qui était destiné à récupérer la chaleur sur de l'eau chaude sanitaire. Et là, l'eau chaude sanitaire, on l'a renvoyée non pas dans le ballon d'eau chaude comme c'était prévu à l'origine, mais on renvoyait ça sur des batteries d'eau chaude en façade, donc qui permet de résoudre le problème d'entrée d'air froid et qu'on arrive à réchauffer malgré tout avec ce système-là. Voilà. Donc on voit le système dans la diapo suivante. Voilà, quand on regarde une salle de cours, on voit l'entrée d'air en façade, donc qui dessert deux bouches d'entrée d'air en fait. Et puis, on a le système, ça permet d'avoir uniquement le système d'extraction qui est centralisé. En fait, c'est une centrale, une CTA en toiture et qui prend toutes les salles de classe de l'externat. En fait, il y a 2 centrales là, mais le principe est le même, quoi. Voilà. Donc ça, ben, c'était relativement innovant parce on n'a pas eu l'occasion de refaire ce genre de système-là. Là, on voit sur les photos, à la fois sur la photo de gauche, l'encombrement de la charpente métallique existante et puis la hauteur trop basse de plafond qui permettait pas de passer les gaines, mais uniquement on voit la gaine de reprise, là. Et puis le système d'entrée d'air en façade avec l'étanchéité à l'air qui n'était pas si simple que ça. Et les petites batteries de réchauffage de l'air, là. Voilà. Sur la photo suivante, on voit ben, cette fameuse entrée d'air. Ça s'est pris depuis une salle de classe, hein, les batteries sont tout de suite à l'entrée de la gaine.
Et sur l'extérieur, sur la photo de droite, on voit les grilles en façade et on voit aussi ben, les problèmes. Là, c'était un test d'étanchéité qui était défaillant, puisqu'on voit qu'on a eu des difficultés un peu pour faire en sorte que tout ça reste étanche à l'air et avoir des performances correctes. Voilà, donc ce système a quand même permis, on le voit lors de mesures qu'on a réalisées par la suite. Alors, sur le coup, on a constaté, bien entendu, qu'une telle opération faisait baisser très largement les consommations de gaz. C'était évident avec l'isolation qu'on a rapportée, plus le confort d'été également. Qui apportait un plus avec des protections solaires, enfin, des façades bien meilleures, bien mieux isolées qu'avant, etc. Et puis, ça s'est confirmé par des mesures donc, qu'on a fait en 2014-2015 avec, donc sur 8 collèges lorrains, c'était une opération pilotée par Atmo Grand Est, justement, et puis une participation avec la DREAL et la l'ARS. Chaque département de Lorraine, à l'époque, avait participé à la hauteur de 8 collèges pour faire des mesures. On a le résultat là. Et donc, quand on regarde Colombey, en fait, on s'aperçoit qu'on a quand même, au niveau du confinement, donc du CO2, on a deux mesures qui sont, enfin, les mesures étaient bien situées, faibles et moyens, qui est déjà pas mal. Et il y avait une mesure extrême, mais celle-là, pour le coup, c'était l'exception qui confirme la règle, c'est-à-dire c'est la salle qui était dans le CDI, restructurée, qui faisait pas partie de la restructuration, et donc on voit que là, on avait une ventilation classique qui montre des mesures extrêmes uniquement dans cette salle-là. Sur 11 salles, il y en avait une qui ne fonctionne pas, c'est celle qui n'était pas prise sur le nouveau réseau. Mais on voit ça permet d'obtenir des valeurs quand même satisfaisantes sans installer une double flux. Voilà. Donc sur les autres polluants, on passe rapidement, mais sur le formaldéhyde, l'incidence est moins évidente. Enfin, on a des résultats corrects, on voit. Sur le benzène, c'est la même chose. Et sur les paramètres de confort, là, on voit qu'on est quand même plutôt bien situé, même si c'est moins problématique que le confinement et le CO2. Voilà. En retour d'expérience, on peut dire que sur cette opération-là, sur ce système un peu innovant, un peu nouveau, on avait des résultats plutôt satisfaisants sur lesquels on est en train de revenir un petit peu pour réfléchir à voir comment on pourrait le réitérer, notamment au travers des opérations de restructuration partielle, parce qu'autant quand on refait un collège neuf, ben, la double flux, comment dire, donne des résultats tout à fait probants. Mais quand on rénove partiellement certains bâtiments et pas d'autres, comment on fait pour installer un système sans tout, sans devoir tout casser et tout refaire comme c'était le cas là à Colombey et qui a permis effectivement d'intégrer toute cette installation qui reste quand même un peu délicate, quoi. Voilà. Bon, c'est un peu toute la question. Je pense qu'on est tous maîtres d'ouvrage en train de se poser. Merci, Voilà. merci beaucoup, Monsieur Fleurette. Très intéressant comme présentation. Il y a eu pas mal de réactions, de questions dans le chat. Je vous propose Oui. qu'on passe à la deuxième présentation, parce qu'on a pris du retard. Désolé, on va finir un peu en retard. Et on prendra les questions quand même à la fin, même si on dépassera un peu l'horaire de 10 heures. Oui. L'idée, c'est de voir justement un deuxième retour d'expérience avec une autre stratégie qui a été mise en place pour une, euh, une rénovation et une ventilation d'un bâtiment scolaire. Donc, on va Oui. passer au retour d'expérience de la commune de Rosny-sous-Bois, Oui, bonjour. qui a réalisé une rénovation d'un bâtiment scolaire en démarche BDF, donc bâtiment durable francilien, avec un accompagnement de Ecopolis, et qui a fait quelque chose de particulier sur la ventilation. Donc, je passe tout de suite la parole à la commune de Rosny-sous-Bois, donc Vincent Raepel et Giampiero Ripanti, qui sont architectes et ingénieurs en maîtrise d'œuvre interne à la commune de Rosny-sous-Bois. Bonjour, donc Vincent Répel et Giampiero Ripanti. Pardon. Euh, donc on nous entend bien? Très bien, très bien, merci. Ok, super. Et donc désolé déjà pour cette inversion dans la présentation.
Oui, donc on est employé de la mairie. On fait partie, on est dans les bureaux là, de l'hôtel de ville. Et donc on est maîtrise d'œuvre interne et on va vous parler du projet de Bois Perrier. Et donc Bois Perrier, c'est une rénovation qui a démarré en 2022 en conception et puis qui a été livrée en septembre 2024. Il y a une petite vidéo, il y a le lien YouTube là qui parle un peu enfin qui parle bien du projet de rénovation sous tous ses aspects, donc fait par la Banque des Territoires. On va pas projeter la vidéo là, mais Donc, effectivement, voilà. on met le lien dans le chat si jamais enfin, si vous voulez l'ouvrir en parallèle, vous pouvez la regarder. La vidéo fait 3 Ouais. minutes. Et donc là, oui, ça permet de voir enfin, le chantier, un petit peu de chantier. Et là, au fond, derrière ma collègue Lisa, on voit une école des années 60 et puis la rénovation à droite. Donc on peut avancer parce qu'on voit sur l'autre image, en fait, à gauche, c'était l'image de conception, donc avec le bâtiment des années 60. Et puis à droite, ce qui a été réalisé, donc on est proche de ce qui était prévu en conception. L'idée, c'était, avec le budget qui a été alloué, c'était surtout d'isoler le bâtiment et de le ventiler, puisque la ventilation n'était pas du tout maîtrisée. On était en simple vitrage, des trous partout, voilà, très froid en hiver et très chaud en été. Donc le but, c'était de maîtriser tous ces aspects-là. En chantier, en fait, donc ça a été décidé très vite en conception d'isoler en botte de paille. Le bâtiment, il permet pas de porter l'isolation rapportée. Donc les façades ont été euh, porteuses en botte de paille. En fait, sont fondées sur des pieux métalliques accolés au bâtiment. Donc on le voit sur la slide d'après. Donc à droite, en fait, on voit le manteau de paille accolé au bâtiment. Donc on vient toujours s'accoler, mais enfin pas s'accrocher sur le bâtiment, puisque les fondations et les bâtiments ne le permettaient pas. Et puis, donc ça, c'était le premier aspect isolation. Donc c'est avec de la paille pérenne, donc qui repousse annuellement pendant 4 ans. Et puis la ventilation naturelle, donc avec ces signes particuliers au niveau architectural, avec les tours avant qui permettent un tirage thermique et un effet Venturi. Je pense que tu reviendras dessus. Et donc voilà, qui sont fondées elles aussi devant le bâtiment. Et c'est le fruit d'une dizaine d'années de recherche et développement avec initialement les boutours maternelles. Et puis, ça a été développé sur plusieurs projets sur la ville. Et ça, c'est le dernier, en fait, projet livré. Et surtout, une des vraies premières rénovations, puisqu'on avait réhabilité une halle de marché pour les Boutours. Mais là, c'est la première rénovation de Rosny-sous-Bois. Euh, et donc là, l'idée, c'était de condenser un peu cette ventilation naturelle au niveau emprise intérieure, puisqu'on était contraint par le volume bâti existant. On le voit Alors après, sur la slide, après, voilà, on rentre un peu plus dans le détail de ventilation et ce qui nous intéresse là pour le webinaire. Je vais laisser peut-être Jean-Pierrot expliquer ça. Oui, donc nous, ça fait une dizaine d'années qu'on travaille sur une solution qui est intermédiaire entre un système de ventilation naturelle simple flux, qui est très 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 low-tech et très simple, mais qui demande plus d'échauffage parce qu'il faut chauffer toute l'air qui rentre, et un système mécanique double flux auquel, par contre, on demande beaucoup d'électricité pour faire tourner les ventilateurs. Et donc, on a développé un système avec l'aide de gens qui on appelle VNRC, ventilation naturelle avec récupération de chaleur. Et on a des manières à avoir un système qui est un peu plus performant au niveau échange thermique. Donc, on récupère environ 50% des calories sur l'air extraite. Et, et ça permet à la fois d'avoir un système qui préchauffe l'air qui rentre et à la fois d'avoir un système un peu acoustiquement un peu meilleur parce qu'on a un conduit dans lequel il passe l'air avant d'arriver en fond de classe. Et ça permet donc d'avoir un peu plus de qualité à niveau acoustique, de confort d'hiver et qui est une simple flux simple.
Et dans les premiers projets, on a adapté, en gros, l'idée, ça tout de suite a été de faire un débit un peu important parce que dans la réglementation, aujourd'hui pour les écoles, c'est toujours la RSDT, la réglementation sanitaire départementale type, qui est la réglementation qui s'applique. Et on a des débits assez faibles et qui sont des 15 à 18 mètres cubes heure par occupant dans des maternelles et de l'élémentaire. Et nous, on est passé plutôt sur quelque chose qui était 25 mètres cubes heure, qui c'est une valeur un peu moyenne par rapport aux valeurs européennes, mais assez important. Et pour faire cela, donc, on a mis en place un système avec une tour qui crée le tirage thermique, donc met une pression dans la pièce, et une prise d'air qui, pour l'hiver, il s'ouvre et se ferme pour faire entrer de l'air froid qui passe dans un échangeur de chaleur. Il échange avec l'air extrait et qu'il est soufflé, soufflé. Il n'est pas vraiment soufflé parce qu'il n'y a pas de moteur, mais qui est remise dans la pièce à l'intérieur, au fond de la classe. Et il y a une reprise d'air qui s'est fait aux côtés de l'échangeur et qui, elle, est bien inspirée par la différence de température et par le vent qui passe aux côtés de la tour avant. On Et voit sur la slide. vous pouvez passer la slide d'après. Donc, ce système-là, ça a été un système qu'on a développé en long, en large, travers, avec plein des questions géométriques parce que ça impacte beaucoup dans l'espace de la classe. Par contre, l'avantage d'une telle solution dans une rénovation, c'est que ça n'impacte pas ailleurs. C'est-à-dire que chaque classe, il a ses systèmes de ventilation et il n'y a pas de gaines qui circulent dans tout le bâtiment, notamment dans les couloirs avec des grands encombrements quand on n'a pas beaucoup d'auteur sous plafond. Donc l'idée, ça a été celle de concevoir, dans ce projet spécifiquement, de concevoir une espèce de caisson qui faisait un peu beaucoup de choses. Et ce caisson-là, il faisait à la fois la ventilation, à la fois le préchauffement de l'air, à la fois l'absorbance acoustique dans la pièce, parce y a mis des panneaux acoustiques de type organique, Silvatone, voilà, c'est pas de même marque. Et à la fois, il faisait le bypass pour l'hiver, pour l'été, parce que l'été, l'air, elle est feignant, elle n'a pas envie de passer dans un échangeur, donc on lui ouvre un bypass pour lui faciliter la vie et pour augmenter le débit en période d'été, là où le tirage thermique il est moins fort parce que la différence de température entre intérieur et extérieur est moins importante. Donc, ce système-là est un système qui est à prédominance pour la ventilation hygiénique. Et l'été, on a le droit d'ouvrir les fenêtres, on ouvre les fenêtres et on fait rentrer l'air extérieur par les fenêtres sans passer par ce système-là. Dans ces slides, non, mais on peut rester juste sur ces slides-là, s'il vous plaît, désolé. On voit une autre chose qui est très importante. En gros, dans la ventilation naturelle, on fait ça pour s'épasser de moteur. Et on fait ça pour s'épasser d'électricité. Parce que on s'est dit qu'on va en gros, l'effet de résilience et robustesse d'un bâtiment, ça se mesure aussi à la capacité d'être habité pendant des périodes où il n'y a pas d'électricité parce que les coupures d'électricité, ils sont une guette. Et en gros, on va se retrouver avec des périodes où la Loire, il n'y aura pas assez d'eau, on ne pourra pas refroidir les centrales nucléaires et il faudra limiter et donc, dans ces périodes-là, on sera ravi d'avoir des systèmes qui fonctionnent sans moteur. Et donc, on a mis aussi une régulation qui, elle fait totalement manuelle avec un système tout à fait simple qu'on a fait fabriquer par des copains. Donc, on a une sonde de CO2 qu'on voit tout en haut à droite, qui elle nous dit juste si l'eau est de qualité ou pas dans la pièce. Et on a une poignée en bois attachée à quelque chose qui pivote, qui transforme un mouvement vertical en mouvement rotatoire et qui nous permet d'ouvrir le registre et ouvrir la ventilation. Et donc, en ajoutant une partie ludique à la rénovation de l'école et à le fait de ventiler avec des enfants en leur expliquant que quand l'air est pas bon, et ben, on fait bouger l'oiseau et ça comprend, on permet de comprendre comment ça marche la ventilation. Et vous pouvez aller si vous Un voulez. aspect pédagogique. C'est toi, vas-y. Oui, du coup, on balaye, il y a la ventilation qu'on travaille depuis plusieurs années, et aussi on balaye sur les matériaux en contact avec l'air ambiant. Ça aussi, on cherche à être le plus performant depuis quelques années. Donc, en bas à gauche, en fait, c'est le linoléum qu'on met quasiment sur tous nos projets pour le sol, le revêtement de sol. En haut à gauche, la peinture écologique végétale, donc à base d'huile de cameline, donc quelque chose qui est sain pour
très peu de cove et sain pour l'environnement aussi. Et puis, les cloisons, en fait, quand c'est pas en peinture, on est en ossature bois à chaque fois et isolant en métis avec des plaques d'argile recouvertes d'enduit terre. Donc, l'idée, c'est d'avoir le moins de coffre possible Très bien. euh, dans l'air ambiant de la classe Et globalement, c'est d'avoir moins de polluants parce que la Ouais. ventilation n'est pas la solution, dans le sens qu'il y a plein de polluants qui s'activent avec l'évolution qui ne sont pas catalogués dans les Mm. polluants standards, donc dans les COB, les formaldéhydes. Et donc, l'idée, c'est d'essayer d'éviter au maximum les produits plastiques et les produits avec trop de colle pour s'éviter d'avoir des émissions de polluants dans l'espace de la classe et d'éviter de dire que la solution, ça va être la ventilation. Nos bâtiments, ils sont bien ventilés parce qu'on sait monitorer, on monitore dans toutes les pièces le CO2 et on sait calculer des indices de icônes dans chaque classe. Mais n'empêche que le travail qui s'est fait, c'est pas que sur les COV et sur les formaldéhydes, on essaie de limiter tout produit complexe et mettre des produits plus simples possibles, notamment des enduits en chaussable, quand on peut ne pas peindre, on ne peint pas. Et, On et sort tous voilà. les produits issus de la pétrochimie, les chaînes carbonées, etc. Et- La slide d'après, en fait, on va conclure là-dessus, on maîtrise à peu près en structure, en chantier, on va dire, en cloisonnement, l'espace en lui-même de la classe. On maîtrisait le fait de ne pas mettre de colle dans le bois, d'utiliser du bois massif local. Et on est aussi allé un petit cran plus loin pour une école sur le mobilier. On a réfléchi à fabriquer le mobilier de la même façon, sans colle, en maîtrisant les vernis appliqués sur ces mobiliers et la provenance des matériaux du bois. Donc voilà, on a essayé d'être le plus complet possible. Après, là, on voit sur la photo, il restait encore quelques chaises issues de l'industrie. Voilà pour conclure. Et donc, oui, Hmm. ouais. Non, Si vous Très avez des bien. questions, il y a l'affiche, oui, il y a l'affiche Mm. qui est disponible sur la Banque des Territoires pour le projet de rénovation de Bois-Perrier, donc qui récapitule un peu ce qu'on s'est dit, enfin, et puis qui donne des données chiffrées, par exemple 72% d'économie d'énergie bon, entre l'existant et la rénovation, ce qui était un bel objectif, mais finalement, vu l'état du bâtiment des années 60, c'est facile. c'est assez facile finalement. Voilà. Eh bien, Et merci puis, beaucoup pour cette présentation bien complète. Effectivement, il y a la fiche qu'on vous transmettra après le webinaire. Il y a aussi un lien qui a été donné par Sarah Lafitte de l'association Ecopolis qui a accompagné le projet, qui a reçu la reconnaissance bâtiment durable francilien niveau or. Donc, c'est un haut niveau de reconnaissance. Donc, félicitations à vous qui fait un focus plus technique sur cela. On a eu deux retours d'expérience du coup différents. Donc il y a des stratégies différentes pour la ventilation. Donc, on voit qu'il y a des stratégies plus low-tech ou plus high-tech. Entre une ventilation naturelle ou une ventilation double flux, il y a plusieurs choses qui sont possibles. Et là, c'est un peu au choix de la maîtrise d'ouvrage de choisir quelle stratégie mettre en place. On arrive à la fin du webinaire, on a pris un peu de retard, mais on prend quand même du temps. On décale un petit peu la fin, désolé pour ça, pour prendre des questions-réponses. Il y a eu beaucoup de questions dans le chat. Je crois qu'il y a eu des échanges, mais peut-être si vous voulez prendre la main, puis poser une question à l'oral directement, n'hésitez pas. Vous pouvez lever la main et on vous donne la parole pour pouvoir poser la question. Ce sera plus convivial. Sinon, les questions qui sont dans le chat, on essaie d'y répondre au fur et à mesure. Alors, je vois une première main levée de Claire RCA euh, du Puy-en-Velay. Vous pouvez activer votre micro logiquement, à part si Bonjour, ça vous n'est... m'entendez? Oui, oui, très bien, on vous entend. Oui, alors j'ai tenté de poser une question pendant le premier retour d'expérience parce que personnellement, je n'ai pas compris comment fonctionne le système. Donc, je crois comprendre à ce que vous venez de dire que c'est une double flux décentralisée, mais ce n'est pas du tout ce que j'ai compris avec le schéma. Donc, moi, j'ai compris avec le schéma que c'était une simple flux avec PAC au niveau de l'arrivée d'air qui préchauffe l'air et une extraction centralisée. Mais j'ai pas compris. Je vais Je laisser voulais. Monsieur Fleurette Merci. répondre.
Oui, il y a effectivement une pompe à chaleur et en plus, normalement, il y a le récupérateur de chaleur. C'est-à-dire qu'au lieu de... c'est le principe de la double flux, mais le retour, au lieu de se faire en air chaud, on récupère la chaleur, bien sûr, sur l'air extrait et on la réinjecte, mais via un fluide caloriporteur, en fait, issu de la pompe à chaleur. Ouais. Et qui Mais fait, désolée, qui mais fait la j'ai toujours pas pointe. compris. En fait, j'ai pas compris où est quelle partie et enfin, du coup, d'un point de vue conceptuel, c'est l'équivalent d'une simple flux, d'une double flux. Enfin, l'air, Oui, c'est enfin, une simple flux. En fait, c'est une simple flux, oui. Mais on réchauffe l'air en façade grâce aux calories récupérées en toiture. Encore une fois, un ok. fluide caloriporteur et non pas l'air, quoi. Donc, vous préchauffez un air caloriporteur à l'extraction qui vous sert dont les calories sont récupérées au niveau de l'insufflation. Oui, c'est ça. Ok, merci beaucoup. C'est ça. Mais merci pour la question qui a permis de clarifier peut-être du coup le fonctionnement. Donc il y a bien une récupération de chaleur, effectivement, mais c'est pas un croisement de flux d'air, c'est ouais, les calories qui sont récupérées sur l'extraction via le fluide téléporteur et réinjectées via un autre échangeur sur l'air insufflé. Une autre question qui est donc une main levée de Monsieur Gaillard, je pense, de la commune de Pantin. Vous pouvez activer votre micro et prendre la parole. Ah, on ne vous entend pas, Monsieur Gaillard. Voilà, vous m'entendez là? Oui, si, c'est bon. Ok, bonjour. Euh, pour Ronnie, euh, comment il assure le flux, le débit d'air, puisque c'est pas motorisé? Merci. Bonjour. Alors, dans une école, on vise pas un débit d'air. En gros, un débit d'air, c'est une mesure de qualitatif. En gros, quantitatif. En gros, on dit que pour avoir une bonne qualité d'air, on imagine d'avoir un débit d'air. Nous, on se base sur un autre élément qui a été sorti par le CSTB dans le cadre d'une réglementation de qualité d'air, qui c'est l'indice ICON, qui nous permet de déterminer le confinement d'une pièce et donc la qualité de l'air directement. Donc, on sait simuler à un niveau STD le taux de CO2 de chaque moment, parce que le débit dans une ventilation naturelle est variable, mais ce débit variable, elle permet on peut calculer des taux de CO2 dans chaque pièce en fonction de l'occupation, et donc on peut calculer la qualité d'air et en déduire un débit, vu que les vitesses sont très faibles et qu'on ne sait pas mesurer un débit dans ces cas-là. Je ne sais pas si j'étais clair. En tous les cas, nous, on vise Non. d'avoir un débit équivalent à 350 mètres cubes heure en fin de période chauffe, mais en vérité, on n'en sait rien. Mais on sait monitorer dans toutes les classes combien de CO2 il y a. Et le résultat est que nos calculs en gros, nos calculs en avant un projet, ça correspond à la réalité. À peu près, ils ont le même milieu en qualité d'air, donc ça veut dire qu'il y a un peu plus de débit d'air en moyenne. Et donc, on attend un indice Econ entre 2 et 1,5, qui est une valeur très intéressante. Et cet indice Econ est plutôt relié au résultat qu'aux moyens. C'est-à-dire la ventilation. Le débit, c'est un sujet des moyens. En gros, on dit qu'avec ça, on va sûrement avoir une bonne qualité d'air, sachant qu'on ne va pas mesurer la qualité d'air forcément. Et nous, on mesure la qualité d'air sans mesurer le débit. Je ne sais pas si j'étais clair, mais sinon, on peut en parler longuement. Chaque classe a une sonde CO2 en fait, chaque Et, espace et est ventilateur. relié avec un collecteur de données et on analyse en fonction de l'occupation la qualité d'air de la pièce. Juste donc, dites-moi si j'ai bien compris. Vous oubliez le débit, vous dites ce qui compte, c'est le taux de CO2, le reste suit. Pourquoi pas, hein, j'en sais rien. Et donc, vous pariez, vous avez mesuré, enfin, vous n'avez pas parié, vous avez étudié avant du fait qu'avec une ventilation naturelle, vous serez dans les clous pour le CO2 et c'est vérifié par les mesures, c'est ça. Tout à fait, sachant que ce n'est pas nous qui le disons. C'est-à-dire que ce Ah non, mais calcul-là, je on ne l'a mets pas pas en doute inventé. votre parole, hein, il n'y a pas de Non, 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 pas mais la c'est pas moi question. qui le dis. Alors, moi, je le dis parce que sinon, je raconte des histoires. Mais il n'empêche que en gros, on a comment il s'appelle il a une norme que j'arrive pas. C'est une norme pour tout le RP, pour toutes les certaines catégories de RP qui nous oblige à avoir une monitorisation, Un monitoring suivi, un de la, suivi. un monitoring de la qualité d'air.
Et cette monitoring de la qualité d'air, il est basé sur cet indice Icon depuis 2023. Et donc, nous, on s'appuie sur cet indice Icon qui a été développé par le CSTB. Et en même temps, on a fait analyser par le caustique, C'est par le caustique, un de nos bâtiments. Et donc, il est arrivé à cette. C'est lui qui nous a amené sur cette piste, si vous voulez. Parce qu'au début, on n'y était pas trop. Et en gros, il nous a amené sur cette piste en disant bah, votre système correspond bien à l'indice Icon, ne correspond pas au débit. Et donc, vous respectez pas cette norme-là, mais vous pouvez vous appuyer là-dessus. D'accord. Et juste Mais pour finir, Oui. ce flux, ce taux de CO2 faible est donc quand même assuré par un flux naturel qui est, dites-moi si je me trompe, engendré par la cheminée. Il n'y aura pas de telle cheminée, il y aura pas renouvellement d'air suffisant. Je me trompe? Alors, si dans notre cas, nous, non. Parce que s'il n'y aurait pas de cheminée, il n'y aurait pas de tirage. Et s'il n'y a Hmm. pas de tirage, dans les cas spécifiques où il n'y a pas de vent, parce que le vent, on aurait un peu de mal. Le fait, Hmm. c'est que cette cheminée permet de combiner la certification et donc l'effet de tirage et l'effet de vent. Et donc, ça nous permet d'avoir une ventilation quasiment tout le temps. Et il pourrait y avoir des systèmes en traversant, seulement que de la notre configuration de classe sur ce bâtiment-là, c'est-à-dire avec une façade et un couloir, c'est difficile à mettre en œuvre. Il faudrait avoir une double façade exposée pour avoir un système de ventilation qui ne demande pas de cheminée, entre guillemets. Donc ça peut exister, et avec de la récupération de chaleur, ça c'est un peu plus compliqué. Mais on peut faire de la ventilation naturelle sans pare-feu en traversant, ça se fait dans plusieurs bâtiments. Et ça dépend des régions aussi, parce qu'on ne va pas faire de la ventilation naturelle sans pare-feu en Alsace, mais par contre en région PACA, pourquoi pas? Donc il y a une question d'application de ce type de solution à la réalité thermique, climatique, qui est pour nous est super importante parce qu'on n'a pas tous les mêmes besoins, on n'a pas tous les mêmes zones de chauffage. Et on a vu, il y a quelqu'un qui nous a parlé des moteurs basse consommation et tout ça. Et effectivement, c'est vrai, les moteurs, ils consomment pas, on nous dit qu'ils consomment pas beaucoup, mais en vrai, ils consomment beaucoup. C'est-à-dire que nous, on arrive en énergie primaire plus ou moins à compenser les pertes des chauffages par le gain en électricité des ventilateurs, parce qu'il ne faut pas oublier que dans une centrale de double flux, il y a des pertes de charge, il y a des ventilateurs qui tournent tout le temps, quasiment, en fonction de la régulation, tournent quand ils veulent. Et ces moteurs ECM, donc c'est à basse consommation, effectivement, ça consomme de l'énergie. Et c'est pas rien. C'est pas rien. Vous pouvez le calculer. Même si vous le voyez sur des calculs RT R2020, RT 2012, vous voyez la part d'électricité qui vous économisez, sachant que nous, on perd plus de chauffage parce que notre récupération est plutôt de l'ordre de 50% et pas de 90%. Et il y a une autre chose que je trouve un peu erronée, c'est-à-dire que quand on fait de la ventilation free cooling en nocturne avec de la ventilation mécanique, on n'arrive pas à avoir un vrai débit. En ventilation naturelle, on arrive à avoir un débit très important. Et c'est ça qui fait baisser la température fortement. Donc, je pense qu'on pourra en discuter sur des questions de free cooling et des moteurs ECM pendant longtemps, mais c'est des points de vue, en gros. Merci pour l'échange là. Je précise que du coup, dans le mail post-webinaire, je redonnerai les contacts des intervenants. Donc, s'il y a des questions qui se posent encore, vous pourrez les recontacter, hein. Merci pour ça. Il y a des liens qui ont été donnés par le CEREMA dans le chat. Donc, il y a aussi des éléments complémentaires à aller voir. Il y a encore une main levée qui était levée depuis longtemps et on va prendre cette dernière question avant de conclure. Fanny Kernen, si vous voulez activer votre son pour poser la question. Oui, bonjour à tous. Fanny Carmin, donc je travaille pour une ALEC en Bretagne Nord. Et du coup, c'est une question qui revient un petit peu, qui est revenue et ça rejoint un peu l'intervention de la, la dernière intervention. Les débits réglementaires du RSTD et du Code du travail sont pas d'aujourd'hui. Et la question qu'on se pose, nous, à travers certaines mesures qu'on a pu faire dans des classes, c'est qu'il y a une distorsion entre le dimensionnement des taux de ventilation et au final, la qualité de l'air qu'on va avoir en parallèle. Donc, comment on fait aujourd'hui pour dimensionner du mieux possible un système, par exemple, double flux, pour pouvoir avoir un bon débit de ventilation et être en dessous des 800 ppm?
C'est un Qui peu ce veut que vous... Si répondre? vous voulez, j'ai Ouais. bien, je vais prendre la réponse parce que je me casse pas mal la tête là-dessus. Voilà. Donc, on n'a pas trop dit, mais nous, avec cette expérimentation VNRC, on est passé par l'ADEME qui nous a financé. Et le but de ce financement, c'était de diffuser au site de notre recherche qui est disponible sur le site de Ecopolis. Il y a des liens il y a une page du VN. On a fabriqué une exposition de ventilation naturelle qui risque de tourner cette année et qui risque, a été à Paris et qui risque d'arriver à Nancy peut-être, si on y arrive en mars. Et on a aussi formé une formation qu'on donne assez souvent à Paris, une formation sur la ventilation naturelle. Et c'est pour ça que je vous dis que nous, on est pas mal au taquet pour regarder cette histoire de comment on calcule les débits et quel débit on met et quelle réglementation aussi. Parce que comme vous dites, la RSDT date de 1974. Mm. Pour les classes, il y a deux solutions, ou une solution mécanique avec un débit fixe, ou une solution une ventilation naturelle dans la RSDT qui nous dit un taux de volume par occupant et une ouverture des fenêtres nécessaires. Donc ça, c'est une autre solution. Il n'y a pas quel débit dans la RSDT. Et nous, ce qu'on fait aujourd'hui, grâce à cette question d'indice icône, et vous pouvez le faire aussi pour la ventilation mécanique, on peut demander, vu que tout le monde fait des STD aujourd'hui, un bureau d'études de calculer l'indice icône. Parce que le fait d'avoir moins de 800 ppm en continu, c'est pas forcément quelque chose de souhaitable. L'important, c'est que globalement, on a une bonne qualité d'air. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des moments où il y a des pics. Si on arrive à avoir une action rapide, pour que le pic soit abattu et qu'on revient à quelque chose qui rassemble aux 800 ppm. Je pense que c'est des bonnes solutions et qui permettent d'arriver à des qualités d'air moyennes très, très bonnes. Et donc, nous, on s'est référé à cet indice-là qui a été sorti par le CSTB. C'est un indice tout simple. Vous calculez les occurrences de, de or à certains types de concentration des CO2 pendant l'occupation et vous faites une moyenne qui sont calculées logarithmique et il vous donne un coefficient qui est entre 1 et 5. Je ne l'ai pas mis sur le slide, mais vous tapez Indicicone, vous le trouvez, c'est les CSTB qui le fabriquent. Et c'est une manière de dire dans un programme, bah, à la place de calculer le débit, bah, nous, on veut une qualité d'air de ce type-là. Et normalement, si vous tombez sur un bureau d'études qui n'a pas envie de se creuser le cerveau, il ne le fera pas. Mais normalement, c'est assez facile avec une STD de calculer ça. Merci pour Je sais la pas si question, merci pour la réponse. Si, pas si, si c'est merci clair. beaucoup. Je suis On complètement va être merci. obligé de conclure parce que du coup on a déjà pris du retard. J'ai l'impression que ça passionne ces questions et que du coup on pourrait y passer des heures, mais on va conclure ici. Je précise que il y a un enregistrement de ce webinaire et puis on va envoyer la présentation, les coordonnées des intervenants et l'enregistrement vidéo du webinaire après cette formation. Donc vous aurez toutes les informations. Pour préciser, donc là on est le 31 octobre sur le webinaire sur la qualité de l'air. On en fait un autre très bientôt, le 14 novembre, plutôt sur le financement des rénovations. Donc si vous avez un projet de rénovation et que vous voulez trouver du financement, voilà, on présentera les solutions de financement proposées par la Banque des Territoires. Et on en aura encore deux autres d'ici la fin de l'année. Un ou présentation générale du programme et du rénov et un autre sur la gestion des déchets et du réemploi dans un projet de rénovation de bâtiments scolaires. Voilà deux informations que je voulais vous passer. Et sinon, une autre info qui nous a été proposée par Ecopolis, qui accompagnait le projet de Reny-sous-Bois sur une démarche qui est proposée pour intégrer la qualité de l'air dans les projets de rénovation. Donc une démarche qui s'appelle ECRIN, qui est portée par l'ADEME et par Ecopolis en Île-de-France, mais il y a d'autres structures qui les portent dans les autres régions. Donc si vous avez un projet de rénovation et que vous voulez embarquer du mieux possible les sujets de qualité de l'air, vous pouvez mettre en œuvre cette démarche sur votre projet pour avoir toutes les chances d'avoir la meilleure qualité d'air possible sur le projet réalisé. Voilà. Donc, si vous n'êtes pas encore dans le programme EduRénov, n'hésitez pas à le rejoindre. C'est gratuit et c'est non engageant. Et après, on peut vous accompagner sur différents sujets, dont la qualité de l'air. Mais on n'est pas experts, nous, hein, mais on s'appuie sur nos partenaires. Donc, merci beaucoup aux collectivités, aux deux collectivités qui sont venues témoigner. Et à Atmo France, à Aline Langenfeld qui a présenté ces sujets-là. Donc, merci beaucoup. Je vous souhaite à tous une bonne journée et on vous envoie le lien avec le mail avec toutes les informations dans la journée pour que vous puissiez accéder à ces informations-là. Merci beaucoup. Merci à tous. Bonne journée. Bonne journée. Merci. Au revoir. Merci encore.
Lino,